Merci Madame la Ministre. On va interroger on va écouter Alexandre Holroyd, rapporteur spécial création, transmission des savoirs et démocratisation de la culture. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci Monsieur le Président et bienvenue Madame la Ministre. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir et je veux vous remercier pour tous les éléments que vous nous avez apportés à l'instant. En tant que rapporteur spécial des programmes 131, 224 et 361, comme le Président l'indiquait, je suis les crédits en lien avec les politiques de la création et de l'enseignement supérieur. Alors, s'agissant de l'exécution budgétaire 2023, je veux souligner et réitérer ce que vous avez dit, c'est-à-dire que celles-ci ont été très proches des prévisions. Pour 2 des 3 programmes, l'écart entre la prévision et l'exécution est inférieur à 1%. Et pour le 3e programme, la surconsommation est inférieure à 5%. Et donc, je veux m'associer à vous dans les félicitations que vous adressez à vos services et aux efforts qu'ils ont faits l'année dernière. Je souligne également qu'en 2023, le soutien du ministère de la Culture au spectacle vivant s'est à nouveau confirmé. En 2023, le ministère de la Culture a notamment soutenu les structures labellisées et les réseaux culturels à hauteur de 233,9 millions d'euros, soit un montant supérieur de 8 millions d'euros aux prévisions. Si la labellisation est une politique publique bienvenue pour encourager les initiatives culturelles en région, aucune limite budgétaire, cela dit, en termes de nombre de structures labellisées n'a été définie. Il a été envisagé à une époque de geler le processus de labellisation, le temps de faire un état des lieux. Quelles sont vos intentions en la matière? Au-delà des points de satisfaction mentionnés, je souhaite également vous interroger sur les crédits du Pass Culture, dont votre ministère finance la part individuelle. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis depuis près de 2 ans en tant que rapporteur de la culture. En 2023, c'est 240 millions d'euros qui ont été dépensés sur la part individuelle, pour une prévision initiale de 208 millions d'euros. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage de 10% entre prévision et consommation? Et pouvez-vous nous en dire plus sur les évolutions envisagées dans ce domaine, qu'il s'agisse de l'ouverture de la part individuelle aux jeunes Français résidant à l'étranger, de l'ouverture de la part collective aux alternants et aux jeunes scolarisés en établissement médico-social, ou de l'élargissement du dispositif aux maisons de jeunes et de la culture et aux maisons de la presse? Sur les MJC, l'an passé, dans la discussion des amendements, j'avais notamment regretté que moins de 250 MJC étaient référencés dans l'application du Pass Culture et qu'il y a là une vraie possibilité, un vrai point d'amélioration. Quelles sont vos intentions sur ce sujet? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, monsieur le rapporteur. Tout d'abord, moi je suis ravie qu'on converge sur les priorités et même sur... On n'entend pas? Pardon. Non, c'est monsieur Holroyd. Voilà. Allez-y. C'est bon? Oui, c'est pas vous. Parce que, en fait, vos priorités et votre vision convergent totalement avec la mienne sur les indications que vous avez indiquées. D'abord, sur les labels, vous avez raison, et dans le cadre du spectacle vivant, parce que là, j'ai reçu l'ensemble des représentants du secteur du spectacle vivant, public comme privé, et je souhaite avoir une réflexion sur le spectacle vivant. Pourquoi? C'est vrai que, j'allais dire, à la faveur du Covid, cette crise sanitaire d'un niveau inédit dans tous les secteurs, qu'ils soient culturels, économiques, y compris sociaux, y compris sur l'économie solidaire d'ailleurs, qui intègre aussi une part de la culture et de cet accès à la culture. Il est important de voir comment fonctionne aujourd'hui le spectacle vivant. Sur la labellisation, vous avez raison qu'il y a eu à un moment donné une politique de labellisation importante. Il y a eu un moment où il a fallu avoir cette réflexion sur les critères de labellisation. Pourquoi? Parce que vous labellisez des spectacles ou même des scènes, et ensuite, cette labellisation ouvre quand même des droits, sans revenir ou réfléchir, y compris sur le modèle même ou sur le fonctionnement de la scène ou du spectacle lui-même. Donc là, vous avez raison, j'ai ouvert une réflexion sur le sujet, et je voudrais dire à cette Assemblée, à cette commission, devant cette commission, qu'on n'a absolument pas de données. Vous voyez, je regardais depuis que j'ai été nommé ministre, je souhaiterais avoir des éléments, même statistiques, chiffrés sur le spectacle vivant. Quand je dis pour avoir sur un modèle économique du spectacle vivant, ça ne veut pas dire un modèle économique en sous-entendant une rentabilité. Moi, je considère qu'il y a des politiques publiques qui sont coûteuses et le coût est au contraire, c'est un apport
d'ailleurs à la cohésion et à la société. Simplement, c'est de voir sur des scènes labellisées, par exemple le spectacle labellisé, vous avez des spectacles qui sont, j'allais dire, structurellement déficitaires. Donc, il s'agit aussi pour tout le monde de s'interroger pourquoi c'est toujours déficitaire. On n'a pas assez de données. J'ai demandé au ministère de pouvoir affiner des données, avoir des données statistiques, qu'elles soient quantitatives et qualitatives sur le sujet. Et donc ça, comptez sur moi pour revenir devant vous, pour vous donner des éléments très précis. Aujourd'hui, les données ne sont pas si précises. Donc sur la labellisation, je vous rejoins totalement. Sur le pass culture, et vous le savez pour certains ou certaines qui étaient présents lors de mon audition devant la commission des affaires culturelles, le pass culture, c'est la première fois qu'on a un outil d'accès à la culture en partant de la demande. C'est la première fois, c'est un outil assez inédit que je trouve très intéressant de pouvoir d'ailleurs permettre à ceux qui sont très éloignés de la culture, en zone rurale, ou y compris dans des zones urbaines très denses, où l'offre culturelle est dense, mais que la culture, c'est plus compliqué pour eux, y compris mentalement, en se disant c'est pas pour moi ou je ne peux pas y accéder. Et donc j'ai mené une réflexion sur ce pass culture et j'ai quelques intuitions, quelques convictions qui se précisent avec le temps sur est-ce que c'est vraiment un outil d'accès à la culture pour les plus éloignés ou pour les plus défavorisés. Je constate comme ça, dans les premiers éléments, et on en avait déjà discuté lors de ma première audition, je pense qu'il y a une part qui est un peu dans la reproduction sociale. Et donc, je voudrais revoir toute cette partie-là sur le pass culture pour que ce soit plus accessible à ceux qui sont très éloignés de la culture. Par exemple, en zone rurale, premier obstacle, c'est évidemment la mobiliser. Et Virginie Dubuis-Muller pourra peut-être préciser d'ailleurs mon propos tout à l'heure, parce que dans le cadre d'une mission, on s'est rendu compte dans le cadre de la printemps de la ruralité que c'était un véritable obstacle. Et là, il y a 2 rapports qui vont sortir sur le pass culture qui vont nous aider à affiner nos propositions et une nouvelle démarche pour faire accéder au plus grand nombre la culture, zone rurale, mais aussi zone dense, métropolitaine. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, dans les QPV, il y a très peu d'utilisation de ce pass culture. Et en zone rurale, en raison de l'obstacle physique sur la mobilité. Je fais le lien avec les MJC sur la médiation. Vous disiez, il y a 250 MJC qui sont sur le pass culture. Ce qui manque sur le pass culture, pour l'essentiel, c'est la médiation. Vous n'accédez pas à la culture comme ça. Vous n'y accédez pas aussi simplement que cela. Et donc, moi, j'ai mis en place tout un volet médiation que je souhaite développer dans le cadre de l'accès à la culture. On peut dire faire accéder à la culture au plus grand nombre et pour tous. Si vous ne faites pas de la médiation, franchement, vous vous faites plaisir. Uniquement. Et donc sur les acteurs de l'éducation populaire qui englobent les MJC, je les ai reçus. J'ai reçu tous les représentants de l'éducation populaire. Ils n'avaient pas été reçus au ministère depuis plus de 35 ans. Nous avons renouvelé une charte avec des moyens que j'ai alloués d'ailleurs aux acteurs de l'éducation populaire, des moyens financiers et aussi en termes de postes que j'ai pu ouvrir dans le cadre de cette charte que j'ai signée avec eux il y a très récemment, qui est accessible. Et donc, les acteurs de l'éducation populaire seront beaucoup plus présents sur le pass culture et sur l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Donc ça, le volet pass culture par individuel, je vous rejoins totalement sur cet aspect-là. Et donc, je ferai des propositions très précises, justement en y mettant de la médiation, qui va favoriser l'accès à la culture pour le plus grand nombre, puis de revoir un petit peu le contenu, le fléchage et l'organisation du pass culture. Pour conclure, juste un point, par exemple, le pass culture, il n'y avait pas de géolocalisation. Je disais la dernière fois, je suis à Lyon, je cherche un spectacle, on m'indique la Comédie Française, alors que j'habite Lyon. Nous venons de mettre la géolocalisation sur le pass culture. Donc voilà, j'ai été un peu longue, pardon. Merci.